19h passées de quelques secondes à Alger, vous regardez Al 24 News à la une de l'actualité de ce soir. Séisme au Maroc et alors que le bilan provisoire dépasse les 2100 victimes, l'Algérie propose de déployer en urgence une équipe de sauvetage de la protection civile. La capitale soudanaise Khartoum assiste impuissante à l'un des bombardements les plus meurtriers depuis le début du conflit. Bilan 40 morts. Et puis, nouvel épisode dans la saga sur le renouvellement de l'accord sur les céréales. Après les réticences affichées par Moscou, le président turc Erdogan appelle à ne pas marginaliser la Russie. Enfin, le président américain Joe Biden, en déplacement au Vietnam, déclare qu'il n'a aucune volonté de contenir la Chine. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de développer les titres de ce 19h et dans le cadre de la 160e réunion ordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe, celle-ci a chaleureusement salué le président algérien Abdelmadjid Tebboune pour les efforts et les initiatives visant à soutenir le travail arabe commun ainsi que la défense des causes justes et à leur tête la cause palestinienne. Dans un autre contexte, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulreit, a salué la position algérienne à la suite de la décision des hautes autorités d'ouvrir l'espace aérien au vol humanitaire à destination du Maroc, victime d'un grave tremblement de terre. Selon la porte-parole du ministère algérien des Affaires étrangères et dans le cadre de l'aide logistique et matérielle d'urgence que le pays est disposé à apporter au peuple marocain à la suite du séisme qui a frappé le royaume du Maroc, l'Algérie a décidé de déployer en urgence, si le Maroc l'accepte, une équipe d'intervention de la protection civile comprenant 80 secouristes spécialisés, comprenant une équipe cynophile spécialisée dans la recherche et l'identification des personnes sous les décombres, une équipe de sauvetage et de recherche, une équipe médicale, ainsi qu'une aide humanitaire de premier secours, notamment des tentes, des lits de camp, des couvertures. Et le Maroc lancé dans une véritable course contre la montre ce dimanche pour tenter de retrouver d'éventuels survivants au milieu des décombres à la suite du séisme de magnitude 7 ayant dévasté une grande partie du pays vendredi soir. Le dernier bilan provisoire officiel fait désormais état de 2122 morts et 2421 blessés. Un deuil national de 3 jours a été décrété. Et ce tremblement de terre survenu durant la nuit de vendredi à samedi est le plus puissant à avoir jamais été mesuré au Maroc. De nombreuses familles sinistrées à Marrakech se sont réveillées sous le choc ce dimanche après une deuxième nuit passée dans la rue. Traumatisés, ils n'ont pas réussi à fermer l'œil, ni le courage de dormir à l'intérieur. Dans ce jardin public, ces habitants de Marrakech ont choisi de passer une deuxième nuit dans les rues après le séisme meurtrier qui a frappé le Maroc. Livrés à eux-mêmes, sans aucune consigne de sécurité, les Marrakechis ont dressé des campements de fortune, de crainte que leur logement endommagé ne s'écroule sur eux. Je suis rentré chez moi et j'ai remarqué de nombreuses fissures dans les murs. Je ne peux pas y dormir. Je demande aux autorités de m'aider et de faire venir un expert pour évaluer les dégâts. Pour moi, ce n'est pas possible d'entrer chez moi. Je ne rentrerai pas à la maison s'il y a un risque. Dans la Médina, cœur historique de Marrakech, des bâtiments fissurés, défigurés, voire même à terre. Une expérience douloureuse pour les habitants. C'est une souffrance d'entrer dans la ville antique, d'être témoin des maisons effondrées, de voir les gens souffrir énormément. C'est une expérience douloureuse. Quand cela arrive à ton frère ou à ta sœur, c'est vraiment douloureux. Terrorisés, les habitants de Marrakech racontent une nuit cauchemardesque. Le tremblement de terre a frappé vers 23h30.
J'étais dans un autre quartier à proximité. C'était dangereux, les gens étaient sous le choc. C'est difficile à croire car Marrakech n'a jamais connu quelque chose de pareil auparavant. Notre communauté a été profondément affectée tant sur le plan émotionnel que financier avec des dégâts considérables dans nos maisons. Alors qu'une course contre la montre s'engage pour retrouver d'éventuels survivants, les secours continuent de s'activer. L'envoi de produits de première nécessité vers les zones les plus touchées s'annonce difficile en raison du relief montagneux qui caractérise plusieurs régions touchées par le séisme. Le gouvernement sahraoui a réitéré dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères que la seule solution au conflit au Sahara occidental est celle conforme aux principes de la Charte des Nations Unies et au texte constituant de l'Union africaine. Une déclaration en guise de réponse à la déclaration du ministère des Affaires étrangères marocain exprimant un attachement à une issue colonialiste, à une attitude de gain de temps. Après la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères marocain et l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, le communiqué du ministère des Affaires étrangères de la RASD, après avoir dénoncé l'orientation d'escalade dangereuse arborée par le Maroc, a renouvelé son attachement au principe de la Charte des Nations Unies et de l'Union africaine préconisant de permettre au peuple sahraoui de jouir de son droit inaliénable à un référendum d'autodétermination et à l'indépendance. La situation sous-régionale évoquée lors d'une audience à Bamako qu'a accordé le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop à l'ambassadeur d'Algérie au Mali, Al-Hawass Riyash. Les deux parties ont réaffirmé la centralité de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, dont la recherche de la paix et de la cohésion nationale au Mali. Par ailleurs, le ministre malien et son hôte ont clairement indiqué que la région ne supporterait plus le renouvellement du Calibien sous prétexte d'une résolution de la crise politique au Niger, rejetant du coup toute option militaire contre ce pays. Et le bras de fer continue entre les nouvelles autorités du Niger et la France. Niamey a accusé Paris de déployer ses forces dans plusieurs pays ouest-africains en vue d'une agression. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a fait état d'une centaine de rotations d'avions militaires cargo ayant permis de débarquer d'importantes quantités de matériel et d'équipements de guerre au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Bénin. Plusieurs pays de la CEDEAO, dans le cadre des préparatifs d'une agression contre le Niger qu'elle envisage en collaboration avec cette organisation communautaire. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de transition dénoncent et fustigent ce manque de sincérité. Ces manœuvres sournoises et dilatoires qui visent à émousser dans la durée l'ardeur patriotique du peuple nigérien dans sa lutte pour le retrait total des troupes françaises du Niger pour ensuite mieux réussir une intervention militaire contre notre pays. Le président français Emmanuel Macron a déclaré lors d'une conférence de presse en marge du sommet du G20 qu'un éventuel redéploiement des forces françaises au Niger ne sera décidé qu'à la demande du président Bazoum. Un coup d'État depuis juillet dernier retient en otage un président démocratiquement élu. La France a une position simple. Nous le condamnons, nous demandons la libération du président Bazoum et la restauration de l'ordre constitutionnel, et nous ne reconnaissons aucune légitimité aux déclarations des putschistes, puisque le président Bazoum n'a pas renoncé à son pouvoir. Et donc, si nous redéployons quoi que ce soit, je ne le ferai qu'à la demande du président Bazoum et en coordination avec lui, pas avec des responsables qui aujourd'hui prennent en otage un président. Sur ce sujet, depuis le premier jour, la France se coordonne avec l'ensemble des présidents de la région et des chefs d'État et de gouvernement, et nous soutenons pleinement les positions de la CEDEAO. Nous l'évoquions en titre au Soudan et selon un communiqué des services d'urgence, au moins 40 personnes ont été tuées. Des dizaines d'autres ont été blessées dimanche à Khartoum, dans l'un des raids les plus meurtriers de l'armée de l'air sur la capitale du pays.
A noter que les combats entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide s'intensifient, notamment dans les zones résidentielles. Une alerte ouragan en Libye est à l'origine de la fermeture de 4 grands ports pétroliers depuis hier soir. Il s'agit en l'occurrence des ports de Ras Lanouf, Zouitina, Brega et Sidra. Ils seront à l'arrêt pour une durée de 3 jours. Actualité continentale toujours, l'Éthiopie achève les opérations de remplissage du barrage de la Renaissance. C'est en effet ce qu'a annoncé ce dimanche le Premier ministre Ahmed Abiy. La 4e et dernière phase de remplissage du plus grand barrage en Afrique a été conduite avec succès selon les autorités éthiopiennes. Pour rappel, ce projet lancé en 2011 a coûté la bagatelle de 4 milliards de dollars. Au Sénégal, le président Macky Sall a désigné samedi son Premier ministre Amadou Ba comme candidat de son camp et de la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar à la présidentielle de février 2024. Le chef de l'État sénégalais sortant avait pour rappel renoncé en juillet dernier à briguer un 3e mandat présidentiel au Sénégal. De notre aîné, le secrétariat exécutif permanent élargi a été réuni sous la présidence de notre aîné, le camarade Moustapha Niasse, le jeudi dernier, et avait déjà réfléchi autour de 7 problématiques majeures, dont la première était la gestion de la candidature de Benno Bokk Yakaar. On fait la déclaration, il faut accompagner, il faut continuer à bâtir l'unité. Il faut surtout se mettre au travail. Direction le Proche-Orient où la Palestine pleure un nouveau martyr. Il s'agit cette fois-ci d'un adolescent âgé de 16 ans. Milad Mounver al-Ra'i a été abattu hier par les forces de l'occupant sioniste à l'entrée du camp de réfugiés d'Al-Aroub, près de la ville d'Al-Khalil. Le corps du jeune martyr a été inhumé ce dimanche alors que les affrontements avec les forces sionistes ont éclaté juste après au niveau du camp d'Al-Aroub. Des affrontements pendant lesquels 5 Palestiniens ont été blessés par des balles tirées par les forces sionistes. Et zoom à présent sur la situation économique en Europe. Désormais, le vieux continent est confronté à un défi économique majeur alors que la zone euro fait face à un ralentissement drastique de la croissance économique lié principalement à la hausse successive des taux d'intérêt de la BCE. Les effets se font notamment ressentir sur la valeur des crédits. Les explications avec Mohamed Wali Ben Chaban. Après le pouvoir d'achat, le ralentissement de la croissance économique en Europe pèse de tout son poids sur les institutions financières. Une situation attribuée en grande partie à la hausse successive des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne. La courbe ascendante a entraîné une diminution significative de la masse monétaire pour la première fois depuis 13 ans, qui menace d'engendrer une hausse de la valeur des crédits. Une spirale infernale qui risque de durer dans le temps. L'augmentation des taux d'intérêt a toujours pour effet secondaire de ralentir l'économie. Car s'il y a moins d'argent bon marché, il y aura moins d'investissement. Il y aura aussi moins de consommation des ménages. Et cela ralentit bien sûr l'économie. Et c'est un problème. Une pilule amère à avaler, pour ainsi dire. Le resserrement de la politique monétaire de la BCE vise essentiellement à freiner l'inflation dans la zone euro. Elle a même tendance à s'aligner automatiquement sur la Fed. Lorsque la BCE augmente ses taux d'intérêt, les banques empruntent moins d'argent à la BCE. Tout cela est lié à l'idée de lutter contre l'inflation. Le principal problème auquel nous sommes confrontés est le manque d'investissement. Et le principal moyen de résoudre les problèmes de faible croissance est d'investir davantage dans l'énergie verte, la mobilité électrique, le numérique, etc. Les décisions de la BCE de relever les taux directeurs ont été prises dans le but de contrôler l'inflation croissante et de maintenir la stabilité des prix. Cette politique monétaire restrictive a eu un impact strict sur la croissance économique dans toute la zone euro.
Conflit en Ukraine, les forces russes ont abattu tôt ce dimanche 8 drones tirés par l'Ukraine au-dessus de la mer Noire, près de la Crimée, et ont détruit 3 vedettes rapides en mer, selon le ministère russe de la Défense. Et de son côté, l'Ukraine a affirmé que la Russie avait lancé une attaque aérienne contre Kiev et ses environs, où des explosions ont retenti pendant 2 heures et des débris de drones sont tombés sur plusieurs quartiers. Le ministre ukrainien de la Défense, Roustem Umerov, a par ailleurs réclamé aux Occidentaux de fournir davantage d'armes lourdes à l'Ukraine, et ce, en pleine contre-offensive contre l'armée russe. Le prochain point concerne les armes. Nous en avons besoin aujourd'hui. Nous en avons besoin maintenant. Nous en avons davantage besoin. J'en profite pour m'adresser à nos partenaires internationaux. Nous sommes plus forts ensemble. Nous sommes reconnaissants pour tout le soutien fourni, mais nous devons poursuivre les efforts de notre coalition de guerre pour gagner cette guerre. Nous avons besoin de davantage d'armes lourdes et encore une fois, d'armes lourdes. Les guerriers ukrainiens sacrifient aujourd'hui leur vie pour les valeurs fondamentales de la démocratie et de la liberté. Ils ont besoin de renforts de votre part, chers partenaires. La question de la relance de l'accord céréalier de la mer Noire a été discutée en détail lors du sommet du G20 le week-end dernier. Mais toute initiative qui isole la Russie ne sera probablement pas durable. Déclaration faite par le président turc Recep Tayyip Erdogan lors d'un point presse après la conclusion de la réunion à New Delhi. Erdogan a appelé à ne pas marginaliser la Russie. En début de semaine dernière, lors de la visite que j'ai effectuée à Sochi à l'invitation de M. Poutine, nous avons discuté avec lui de cette question de manière très détaillée. En tant que Russie, Qatar et Turquie, nous accordons de l'importance à transformer et envoyer 1 million de tonnes de céréales aux pays africains qui connaissent des problèmes alimentaires. Si Dieu le veut, nous y parviendrons en travaillant ensemble. Il y a une très faible probabilité qu'un processus qui exclut la Russie de la question des céréales soit durable. Le président américain Joe Biden, en visite au Vietnam, a insisté dimanche depuis Hanoï sur le fait qu'il ne voulait pas contenir la Chine, alors que les divisions sur le commerce et la sécurité, la souveraineté territoriale de la Chine sont au cœur des désaccords entre Washington et Pékin. Nous ne cherchons pas à nous découpler de la Chine. Eh bien, je ne ferai pas. Je ne vais pas vendre à la Chine des matériaux qui renforceraient sa capacité à fabriquer davantage d'armes nucléaires, à s'engager dans des activités de défense contraires ou ce que la plupart des gens considèrent comme une évolution positive dans la région. Et pourtant, nous n'essayons pas de nuire à la Chine. Nous arrivons au terme de ce 19h. Merci de nous avoir prêté attention. Rendez-vous juste après pour l'échiquier international.